Ok, super. Merci, merci, merci d'être venu. Alors, de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? C'est une bonne question. Alors, Des perceptions directes Oui, et les des perceptions directes. perceptions directes factices. Et des perceptions directes factices. C'est quoi une perception directe factice? Perceptions directes Déduction erronées. logique. Ah C'est non, pas... c'est faux. C'est faux. Je sais plus. Erronées. c'est libre de Oui. conceptualisation et complètement erroné. Ah, c'est nécessairement libre de conceptualisation. Ah non, pas forcément. Ah, C'est vrai qu'il non. y en a des concepts. Ah, Non, je crois que c'est Vous faux. avez dit les perceptions directes. factice. Ah, il y a des Oui. conceptuels dans les directs factices. Voilà, Ah, oui, il y a des directes et des fausses. ok. Et des erronées et des fausses. Elles sont erronées. Oui, exactement. Elles doivent nécessairement être erronées. Et si elles sont Oui. directes sensorielles, elles sont fausses. Et voilà, exactement, ok, très bien. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que soit, donc comme vous le savez, on a deux façons d'appréhender le monde, ouais. Soit au travers de nos consciences non conceptuelles, soit au travers de nos consciences conceptuelles. Ouais, et donc, aussi bien les unes que les autres peuvent être en accord avec la réalité, et les unes comme les autres peuvent être totalement à côté de la plaque. Ouais, ok. Donc, quand on a des consciences qui ne sont pas conceptuelles et qui sont en accord avec la réalité, dans ce cas-là, ces consciences qui ne sont pas conceptuelles et qui sont en accord avec la réalité sont des perceptions directes. Yes. Pourquoi? Parce que non conceptuel, la définition d'une perception directe, c'est Topa Dandeshi Matureripa. Ouais, c'est une cognition qui est libre de conceptualisation et non erronée. Donc, Oui. ça veut dire qu'une conscience qui n'est pas conceptuelle, donc libre de conceptualisation, et en accord avec la réalité, non erronée. C'est la définition d'une perception directe. Ouais, tout le monde est d'accord? Yes. Ok, génial. Maintenant, si nos consciences sont conceptuelles, à ce moment-là, ce ne sont plus des perceptions directes. Vous êtes d'accord? Ah oui. Ok, très bien. Ce sont des facsimilés de perceptions directes, on les appelle comme ça, ou alors des perceptions directes factices. Ouais, on pourrait dire des perceptions directes made in China ou made in Russia. Ça revient au même. Ou Made in America. Non, c'est juste à cause de la géopolitique. Mhm. Ok, laissez tomber. Très bien. Et donc, en effet, si on a une conscience qui est conceptuelle, est-ce que cette conscience est nécessairement erronée? Yes. Oui, pourquoi? Parce que l'objet apparent est une image et non pas l'objet lui-même. Son objet apparent. Ça Parce se compte que, de son objet apparent. oui, exactement. Et Sabine avait dit quelque chose, mais avec la voix de Dominique. Ah bon? Non, mais ça a été résumé, c'est ça? Ok. Le principe d'une cognition conceptuelle, c'est obligatoirement erroné. Donc, ça fait partie Oui, de erroné parce que, Et bien justement, on croit que ce qu'on voit, ou enfin ce à quoi on pense est la réalité, mais c'est pas la réalité en fait. oui. Alors, Euh, ce qu'il faut, ouais. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est que l'image, le reflet conceptuel donne l'impression d'être l'objet lui-même, sans être l'objet lui-même. Mais si on y croit, là, ça devient une cognition fausse. Voilà. Ouais. Ça veut dire que si on est persuadé que les chaussures auxquelles on pense, eh ben, on a vraiment des chaussures dans la tête, dans ce cas-là, ça poserait question, ouais. Et par exemple, les cognitions fausses, par exemple la colère, l'orgueil, la jalousie, etc., on est persuadé que l'image qu'on a d'une personne, ça correspond à cette personne. Donc là, c'est une cognition fausse. Ouais. Quand on a une affliction, une émotion malsaine, c'est nécessairement une cognition fausse. Ouais, c'est ça qui est intéressant. OK. Mais si on a une conscience conceptuelle, oui, par exemple, je pense à mes sandales, par exemple, le reflet conceptuel donne l'impression d'être mes sandales, mais n'est pas mes sandales. Par contre, je n'adhère pas à cette apparence erronée. Dans ce cas-là, c'est juste erroné. Ouais, si je me disais que ce à quoi enfin, le reflet conceptuel était vraiment mes chaussures, à ce moment-là, je serais dans une cognition fausse. Ouais, ça joue? Oui. Ok, super, super, super. Et on peut avoir, donc on a dit, si c'est une conscience conceptuelle, c'est nécessairement une conscience erronée. Mhm. Mais si c'est une conscience erronée, est-ce que c'est nécessairement une conscience conceptuelle? Et non. Ah, Et non. non? Ça peut être un facsimilé de perception directe. Et une conscience conceptuelle n'est pas un facsimilé d'une perception directe.
Ça peut être Si, un c'est- facsimilé de perception directe sensorielle. Alors, la conscience conceptuelle est incluse dans les facsimilés de perception directe, de toute façon, non? Oui, mais toutes les perceptions directes ne sont pas toutes les perceptions, tous les facsimilés ne sont pas conceptuels. Exactement, tout à fait. Oui, un Et facsimilé de perception directe n'est pas nécessairement conceptuel. Oui, Sabine? si c'est inattentif, ça peut pas être erroné? Ah Alors, non, si c'est inattentif, est-ce que ça pourrait être erroné? Sensoriel, voilà, non, inattentif. ça ne peut pas être erroné si c'est inattentif, puisque c'est une perception En directe. direct, c'est bien, mais Alors, en effet, elle est, la cognition inattentive n'est pas en désaccord vis-à-vis de la réalité. Ça ne veut pas dire qu'elle comprenne cette réalité. Ouais. Ça veut dire que on pourrait faire un grand résumé de tout ça en disant que, en effet, on a des consciences qui sont plutôt factuelles, qui sont en accord avec la réalité, ouais, qui sont factuellement concordantes. Ouais, par exemple, quand vous regardez France 24 le matin, vous comparez avec France Info, vous comparez avec d'autres infos, etc., avec Le Monde, etc., vous finissez par avoir une news qui est factuellement concordante, ouais, parce que vous comparez les infos. Ouais. Et donc, ça veut dire que votre conscience est en accord avec la réalité. OK. Ouais, ça joue? Oui, Et pardon. Si on a une perception inattentive d'un mirage, haha, oui, dans ce elle est, cas-là, elle est est-ce erronée, que cette perception inattentive. alors, est-ce que, on peut dire par la suite: «Tiens, j'ai l'impression d'avoir vu un mirage» ou pas? Ben oui. Donc ça veut dire que, il est tout à fait possible malgré tout, alors si on a une cognition inattentive, c'est très difficile par la suite de dire: «Tiens, j'ai vu un mirage» ou alors C'est dire ça. on pourrait dire: «J'ai vu un mirage», mais on pourrait ne pas, être en mesure d'expliquer les différents détails qu'il y a dans le mirage. Ouais, mais en tout cas, l'apparence elle-même, c'est le phénomène spécifiquement caractérisé, qui apparaît à la conscience inattentive de toute façon, ouais. Ouais, Mm. OK, parce que sinon ça pourrait pas être une cognition inattentive. Donc simplement pour essayer de clarifier les choses, ouais. Soit on a des consciences conceptuelles, soit on a des consciences non conceptuelles, vous êtes d'accord? Ouais. Yes. Et donc autant les unes que les autres peuvent être en accord avec la réalité ou peuvent être en désaccord vis-à-vis de la réalité. Mm. Ouais. Celles qui sont en désaccord vis-à-vis de la réalité, non seulement elles sont erronées, mais en plus elles sont fausses. Mm. Ouais, elles sont à côté de la plaque. Ouais, ça joue? Oui, oui. OK, très bien. Celles qui sont en accord avec la réalité ne réalisent pas nécessairement la réalité. Par Oui. exemple, la Ina- cognition inattentive, elle est en accord avec la réalité, elle n'appréhende pas un non existant. Elle appréhende quelque chose qui existe, oui, sauf qu'elle ne le réalise pas. Mm. Oui, et C'est pas donc ça veut dire authentifié. Ben, exactement, ce n'est pas authentifié. Ouais, si je recommence, je me promène dans le désert, je suis avec toi, et tu me dis, t'as vu le mirage? J'ai dit, ah ben non, j'ai pas fait attention, je l'ai pas vu. oui. Donc, tu as vu le mirage. Si j'ai pas fait, c'est une cognition inattentive de ma part. Je suis passée Oui. devant et je l'ai pas réalisé. Mais je suis passée devant un truc qui n'existe pas. Donc, ça devrait être une inattentive erronée. Alors dans ce cas-là, c'est impossible, ouais, parce que, il y a le mirage lui-même existe, non? Alors, Le on dit que mirage existe, non? c'est un facsimilé de perception directe. Le mirage existe, par contre, l'eau en lieu et place de l'apparence d'eau, ça par contre, ça n'existe pas. C'est pas la même Donc, chose, ouais. si je vois un mirage en Oui, perception directe, oui. Comment ça peut être c'est erroné si erroné quand même. Bah, si je vois de l'eau, si je vois de l'eau en perception directe, c'est erroné. Si tu vois de l'eau là où il y en a pas, Ah c'est oui, erroné, c'est faux, exactement. si en perception inattentive, je passe devant cette eau, Oui. est-ce que ma perception inattentive va la capter sans la réaliser? C'est ça le Alors truc. non, c'est impossible. C'est-à-dire que l'eau elle-même ne pourra pas être l'objet d'une Ça cognition ne peut inattentive. pas être une Pourquoi? perception inattentive parce Parce qu'elle que c'est parce que c'est un non existant, alors que la perception inattentive, elle a nécessairement pour objet d'engagement est quoi? inexistant. Eh ouais, eh ouais. Un phénomène spécifiquement caractérisé, un phénomène, un impermanent. Donc ça veut Donc, dire que l'apparence d'eau, ce sera le phénomène spécifiquement caractérisé. ouais. Ouais. Donc l'apparence du mirage, c'est ça un mirage, c'est une apparence qui donne, donne à voir ce qui n'existe pas. Donc cette apparence existe. Voilà, j'ai compris. Ouais. Par exemple, quand vous voyez un spectacle de magie, vous voyez le prestidigitateur qui coupe sa femme en deux, et l'apparence existe, ça on ne peut pas le nier. Ouais.
mais l'apparence montre quelque chose qui n'existe pas. Ouais. Ok, mais l'apparence existe, ouais. Vous pouvez dire après, tiens, j'ai vu le prestigiateur couper sa femme en deux, etc. Très bien. Donc ça veut dire qu'une cognition inattentive doit nécessairement avoir pour objet d'engagement un phénomène spécifiquement caractérisé, ça veut dire un impermanent. Donc dans ce cas-là, ce sera l'apparence de l'eau. Par Ok, contre, l'eau elle-même, l'eau qui n'existe pas à cet endroit-là, la flaque d'eau qui n'existe pas à cet endroit-là, ça ne peut pas être le phénomène spécifiquement caractérisé par contre. d'accord, Ouais. j'ai compris. Ok, génial, génial, génial. Très bien. Donc ça veut dire quoi? Oui? Ah, pardon, excuse-moi, hein. Juste parce pour te signaler qu'il y a un truc qui me gêne dans le texte, parce qu'on était dans la section des perceptions directes yogiques, et je vois pas de chapitre différent, donc je pensais qu'on continuait à parler de ces choses-là, hein, Ouais. y compris Ok. quand on parlait des Oui. perceptions fausses, enfin, ou erronées. Oui, en fait, c'est là où, en effet, par exemple, la Rinpoche à la page 110 dit Geshe Jampel Sampel explique ensuite de façon annexe le sujet des perceptions directes factices. Ouais. Et donc, en effet, ça pourrait être un chapitre suivant. Mais en fait, on va voir ici que ça va être à partir du chapitre 3, page 115, qu'on va avoir toutes les perceptions directes factices, donc ce qui n'est pas une perception directe. Ouais, en fait, pourquoi il y a cette division-là? Ça veut dire que les perceptions directes sont les reines de toutes ces perceptions, de toutes ces cognitions qu'on a. On doit tous tendre au bout d'un moment vers une perception directe, ouais, la perception directe yogique, ouais, ou vers l'omniscience. L'omniscience d'un Bouddha n'est que une perception directe valide, ouais, nécessairement. Hmm. Ouais, il y a Sabine qui a une coupure de Wi-Fi. Et donc, on doit nécessairement tendre vers la perception directe valide, parce que il n'y a pas supérieur comme moyen d'authentifier la réalité, de certifier la réalité. Ouais. Mais avant d'arriver à cela, on a beaucoup de zones de nuances. Ouais, il y a beaucoup de nuances dans nos perceptions et dans notre façon d'appréhender la réalité. Il y en a qui sont complètement à côté de la plaque. Il y en a qui ne sont pas totalement à côté de la plaque, mais qui restent erronés. Et on doit, au bout d'un moment, grâce à la voie spirituelle, se débarrasser non seulement, bien sûr, d'abord des cognitions fausses, ça c'est fondamental, et ensuite, progressivement, se débarrasser même des cognitions erronées. C'est-à-dire qu'un Bouddha n'a plus du tout de cognitions erronées. Ouais. Et donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, il n'a que des consciences qui sont non seulement en accord avec la réalité et qui ne se trompent même plus par rapport à l'objet apparent. Ouais. Mhm. Ok. Donc c'est bien sûr progressif pour nous dans dans notre voyage spirituel, mais on a besoin justement de connaître ces différents types de cognitions pour savoir de, de laquelle on passe, vers laquelle, etc., etc. Comment est-ce qu'on corrige notre esprit progressivement, ouais. Ouais, Hmm. ça joue? Hmm. Ok. Très bien. Donc après, normalement, quand on essaie de débattre de ces questions sur l'ORIC, etc., on y reviendra largement au mois de septembre. On reprendra les débats de A à Z, depuis les tout premiers pas, ouais, depuis A jusqu'à B, jusqu'à C, etc. Et on entrera dans l'ORIC aussi. Ouais. Et donc, le fait de débattre, ça aide beaucoup à comprendre. Ouais. Ça aide beaucoup à comprendre les choses. Ouais. Parce que plus on formalise les choses, plus on débat, plus on discute, plus ça devient clair normalement. Ouais, ok. Très bien. Et donc là, on est entré justement dans les cognitions conceptuelles. Une cognition conceptuelle, est-ce qu'elle est nécessairement en désaccord vis-à-vis de la réalité? Non, Oui. Non. Ah pas du bon? tout. Non, elle est en accord, mais elle peut être mais elle est erronée. Oui, exactement. Donc, une cognition conceptuelle peut être en accord vis-à-vis de la réalité. Elle ne l'est pas nécessairement. Par exemple, l'ignorance fondamentale, c'est une conception fausse. Hmm. Ouais, l'ignorance fondamentale, c'est une conception fausse. Ouais, les afflictions en général sont des cognitions fausses. Oui, certaines peuvent être des vues, certaines ne sont pas nécessairement des vues, mais il y a nécessairement quelque chose de conceptuel qui est là de toute façon et qui est en désaccord vis-à-vis de la réalité. Très bien. Ok. Donc, si on met de côté les afflictions, qui sont des cognitions fausses, on peut se dire, ok, il y a des conditions qui sont simplement erronées. Et donc, parmi toutes les cognitions erronées, il y a les consciences conceptuelles. Hmm. Ouais, ok, ça joue pour tout le monde? Mhm. Waouh, magnifique, magnifique, magnifique. Et donc, là, on a commencé à parler de l'inférence. Ouais, c'était à la page 111.
on avait vu une conceptualisation inférentielle et la cognition de l'esprit qui appréhende une raison. Ouais, ils ont mis un signe parce que c'est une traduction littérale, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire quand on commence à lire ce texte-là tout seul et qu'on entend signe, qu'on lit signe, on ne voit pas du tout de quoi ça parle. Par contre, si on entend qui appréhende une raison, dans ce cas-là, on comprend. Ouais. Donc personnellement, je préfère avoir parfois des traductions moins littérales, mais plus compréhensibles. Ouais. Ok, très bien. Imaginons un adversaire idéal. Donc là, c'est Chiegoyanda en tibétain. Chiegoyanda, ça veut dire un antagoniste approprié. Ouais. Ça veut dire qu'on ne peut pas débattre avec tout le monde. Ouais, on ne peut pas débattre avec tout le monde. Si par exemple vous vous trouvez à Londres et que vous éternuez et que quelqu'un vous dit God bless you, vous n'allez pas dire ah bah non, Dieu n'existe pas parce que Shantideva l'a dit dans son 9e chapitre, etc. Vous allez dire oui, Dieu vous bénisse aussi. Ouais, parce que un antagoniste approprié, ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Ouais, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue. On ne peut pas, ça veut dire qu'on ne peut pas débattre avec tout le monde. Mhm. Ouais. Un Chirgoyandak, c'est défini par Serme Kensur Rinpoche dans Pointing the Way to Reasoning. Ouais, c'est l'une des bibles des personnes qui aiment débattre. Et donc, il donne la définition, il dit Ta, Chö, Dun, Sum, Semenyeshin, Drujala, Shen de Shupegawaka, Chirgoyandak et Tsenyi. Oui, il dit la définition d'un antagoniste approprié, c'est quelqu'un qui, au moment de débattre, a une cognition valide de la raison, du prédicat et du sujet, mais a un doute au regard de la thèse. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on l'applique à une base, on va dire que vous débattez avec quelqu'un, cette personne souhaite connaître quelque chose, elle n'est pas simplement dans son ignorance, les deux pieds à pieds joints dans son ignorance, elle cherche à comprendre, ouais, cette personne. Ok. Et donc, cette personne n'est plus dans ah si, je suis sûr que le son est permanent. Ouais, n'est plus dans ce type de cognition fausse parce que vous avez adressé une conséquence. Vous avez adressé une conséquence à l'absurde qui déstabilise sa vue fausse. Et donc cette personne n'est plus de manière unipointée vers sa cognition fausse. Elle commence à se dire tiens, peut-être que c'est pas le cas. Et donc c'est là qu'elle devient un antagoniste approprié. Pourquoi? Parce que vous allez lui dire le sujet, le son est impermanent car elle est produit. Donc cette personne réalise ah, alors essaie de te reconnecter, Sabine. Ah oui, il faudrait lui écrire un message. Si quelqu'un veut lui écrire un message. Oui, je vais lui dire. Ouais, ok. Elle se reconnecte, parce que c'est bizarre qu'elle n'entende plus. Euh, ouais, donc ça veut dire que, par exemple, Sabine ne serait pas un antagoniste approprié en débat, parce qu'elle n'entendrait pas le son. Ouais, quand on dit le sujet, le son est impermanent car elle est produit, il faut certifier le son. Il faut certifier impermanent et il faut certifier produit. Ouais, mais on n'a pas encore certifié la thèse que le son serait impermanent. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, on a un antagoniste approprié en débat. Ouais, donc c'est quand même assez spécifique ce cadre-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas débattre avec tout le monde. Ouais, ok. Ouais, ça parle à tout le monde? Mhm. Ok. Très bien. Ok. Et donc, en effet, imaginons un antagoniste approprié qui est comme un terrain sur lequel établir que le son est impermanent, c'est-à-dire qui est sur le point de réaliser que le son est impermanent. Dans le continuum de cette personne, il existe une cognition qui réalise les trois modes. Oui, ou Maristella Bousmar, dans Dharmapédia, elle parle des trois critères de validité. C'est bien aussi, c'est très bien choisi aussi. Ouais. Donc, nous, en général, on a l'habitude des trois modes, mais ça revient exactement à la même chose. Ok. Très bien, donc les trois modes de la preuve que le son est impermanent. Ce n'est pas les trois modes en général, c'est les trois modes dans la preuve que le son est impermanent. Ok. Cette cognition a réalisé la présence de la raison dans le sujet, l'implication et la contre-implication. Ouais, ok. Donc ici, la présence de la raison dans le sujet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la raison doit seulement exister avec le sujet. Ouais, mais ce n'est pas nécessairement une caractéristique du sujet. Ouais. Par exemple, si on dit aujourd'hui, le sujet aujourd'hui, c'est vendredi car hier c'était jeudi. Ouais. Est-ce que hier existe dans vendredi?
Ou est-ce que jeudi existe dans vendredi? Non, ça pose question. Par contre, hier, c'était jeudi, existe nécessairement avec vendredi, C'est ça. mais n'est pas une caractéristique de vendredi. Ouais. Pour que... Existe avec, ça veut dire que exister avec, ça veut dire que ça ne peut pas exister avec samedi. Ouais. Hier, c'était jeudi, ça ne peut certainement pas exister avec samedi. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Hier, par rapport à samedi, ça ne peut jamais être jeudi. C'est nécessairement vendredi. Ouais. Ok. Donc là, ça pose question parce qu'en effet, on a deux sujets qui sont à poser d'une certaine manière, mais la plupart du temps, dans beaucoup de preuves, la propriété du sujet sera en effet une caractéristique du sujet. Ouais, quand on dit le sujet, le son est impermanent car il est produit, produit est une caractéristique du son. Ouais, ouais, ça joue. Oui. Ouais, Vali. Ok. Très bien. Très bien, très bien. J'espère que Sabine va réussir à se reconnecter. Je sais pas, c'est à cause de son Wi-Fi peut-être. Ouais. Ok. Très bien, très bien, très bien. Et donc, alors bien sûr, là, si on devait croustiller avec les raisons valides, ça nous entraînerait pendant plusieurs sessions. Donc, on y reviendra. Mais c'est déjà juste pour voir qu'en effet, les trois modes sont en effet trois critères qui doivent être certifiés par l'antagoniste approprié. Ouais. Et donc, ça ne vient pas tout seul. On n'a pas une afférence comme ça. Ouais, par exemple, dans Tibetan Logic, il y a une traduction vraiment excellente du manuel de logique de Yongzin Pulwuchok. Et il y a une présentation qui est vraiment très, très bien faite par la traductrice Catherine Rogers. Et elle dit en effet, elle cite Gyaltsabje par rapport à comment est-ce que quelqu'un doit certifier les trois modes. Il y a beaucoup de certifications qui doivent être faites en fait. Ouais, ça veut dire que quand on énonce le syllogisme, le sujet, le son est impermanent car il est produit, il faut que l'antagoniste en face ait une certification de permanent et impermanent comme étant mutuellement opposés, mutuellement contradictoires. Ouais, elle dira littéralement tak, mi tak, ngegel, dout semenye pas. Ouais, ça veut dire qu'il doit avoir une certification par une cognition valide que tak, donc permanent, et mi-tak, impermanent, sont des contradictoires directs. Ouais, des contradictions directes. Ok. Et ensuite, la personne doit aussi certifier l'illustration que veut dire produit. Ouais. Senshi jebala. Exactement, Niepal Jepetsema. Ouais, une cognition valide qui doit certifier ce que veut dire produit. Ouais. Et donc, ça veut dire que l'antagoniste approprié doit comprendre ce que veut dire produit. Et ensuite, cet antagoniste approprié doit comprendre que produit ne veut pas exister avec permanent. Ouais. Euh, il dira, en effet, Jeba tapa la sema. Il dira, c'est une condition valide qui va réfuter le fait que produit existe avec permanent. Ouais. Donc, exister avec permanent, ça veut dire avoir des bases communes. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir des bases communes entre permanent et produit? Non, dit Vali, impossible, impossible. Unmöglich. C'est impossible. Exactement. Et donc, en effet, l'antagoniste approprié doit certifier, sa cognition valide doit réfuter que produit existe avec permanent. Ça veut dire quoi? Doit réfuter la possibilité de base commune entre permanent et produit. Ouais, ça vous parle? Oui. Et donc, ça donne quand même beaucoup de certifications par une cognition valide. Ouais. Il n'y a pas vraiment juste une inférence comme ça, paf, bim, bam, boum, hop, ça y est, le son est impermanent car il est produit, ça y est, on a une inférence. Non, c'est vraiment pas à pas, même si ça peut être très rapide dans notre conscience. Ouais, ok. Bravo, bravo. Une telle cognition qui réalise les trois modes est appelée une cognition qui est devenue une cognition qui appréhende une raison. Ouais, et est un exemple d'une conceptualisation conventionnelle prise dans la division septuple des perceptions directes factices. Ouais, donc ici, il y a une note pour la subsomption. À l'époque, c'était le choix des traducteurs de parler de subsomption, mais on peut dire simplement l'implication. Ouais, sinon, l'idéal, ce serait
d'inventer un mot dans la langue française, de dire simplement pervasion. Ah, ce serait super. Là, ce serait super. Si on pouvait se permettre cette petite folie d'inventer des mots, comme faisait Frédéric Dard et comme font les poètes en général, ce serait super. Ok. Donc, en effet, ça, c'est vraiment super si on pouvait utiliser pervasion, parce que ça n'existe pas en français. On est obligé d'employer implication. Donc, bien sûr, ça existe en anglais, entailment, mais c'est pas la même façon de voir les choses. C'est-à-dire que normalement, quand on parle de kyapa en tibétain ou vyatireka en sanskrit, normalement, la raison, elle est au passif. Ouais, normalement, la raison est imprégnée par le prédicat. Ouais. C'est-à-dire quand on dit le son, on pourrait dire le sujet, le son existe car il est impermanent. Ouais. Impermanent est totalement imprégné par existant. Il n'y a aucun impermanent qui serait à l'extérieur de la généralité existante. Vous êtes d'accord? Mhm. Ouais. Et donc ça veut dire que imprégné par, ça veut dire que c'est totalement imbibé par. Ouais, c'est comme une tache d'huile qui imbiberait totalement le papier. Ouais, il y aurait pas de, il y aurait pas de papier qui ne serait pas, imbibé par cette tache d'huile. C'est ça que ça veut dire. Ouais, donc la raison doit être imprégnée totalement par le prédicat. Ouais, ça veut dire que impermanent, il y a tous les impermanents sont nécessairement existants. C'est ça que ça veut dire. Il y aurait aucun impermanent qui n'existerait pas. C'est ça que ça veut dire. Ouais, et donc normalement quand on dit Vyatireka en sanskrit ou Kyapa en tibétain, la pervasion, c'est que la raison est imprégnée. Ouais, le prédicat pervase imprègne totalement la raison. Ouais, ça joue? Ouais. Ok. Mais en français, comme on n'a pas encore pervasion, mais il faudra mettre un copyright, il faudra l'inventer, on dit, on dit à l'actif, on dit la raison implique le prédicat. Ouais, c'est plus au passif. C'est pas que la raison est imprégnée par le prédicat, c'est plus au passif, c'est à l'actif. La raison implique le prédicat. C'est-à-dire, si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Si c'est produit, c'est nécessairement existant. Mhm. Ouais, ça joue? C'est plus binaire, quoi. Oui, c'est plus binaire, mais le résultat est le même. Le résultat est le même, ça veut dire que si c'est impermanent ou si c'est produit, ça doit nécessairement exister. Ouais. Ou alors, produit ou impermanent sont totalement imprégnés par existant. Mhm. Ça revient exactement à la même chose. Ouais? Ouais? OK. OK. Et donc c'est pourquoi, OK, je vais pas aller dans les détails, mais c'est intéressant de voir que quand on traduit en français, on n'a pas toujours les mots qui existent en anglais et donc on doit le formuler autrement. On doit dire: «Cette raison implique ce prédicat». Ouais, alors qu'en sanskrit, en tibétain et en anglais, on dit: «Le prédicat imprègne totalement la raison». Ouais, et donc c'est juste pour vous expliquer comment est-ce qu'on traduit, ces trucs-là quand il nous manque un mot justement. Alors on pourrait dire imprègne, on pourrait dire, pervase et cetera, mais en général, on comprend mieux avec l'implication. Ouais, l'implication, ça veut dire qu'il y a une conséquence nécessaire, ouais, une nécessité. Ouais, si c'est produit, ça existe nécessairement. Ouais, Oui, OK, génial, bravo, bravo, super. Très bien. Et donc là, on est dans une cognition qui appréhende une raison. Elle n'est pas encore une cognition inférentielle factuelle. Ouais, c'est ce que dit le texte là en bas de la page 111, mais le sera le moment d'après. Ouais, ça veut dire que la raison, qu'on certifie comme étant valide, ouais, grâce aux 3 modes qui sont certifiés et puis les autres, points qu'on a évoqués précédemment. Quand on certifie cette raison et les 3 modes, quand on certifie que cette raison est valide, on n'a pas encore une inférence. L'inférence, c'est le moment d'après. Ouais, c'est pourquoi Yongzin Pulbuchok dira que la définition d'une cognition inférentielle, c'est cette, cognition nouvelle et infaillible qui est, conceptuelle et cetera et qui est directement produite en dépendance de son support, une raison valide. mais c'est Directement produite. C'est-à-dire que c'est le moment immédiatement, ultérieur où on aura une cognition inférentielle. Ouais, c'est pas au moment où on certifie la validité de la raison. C'est juste après qu'on a cette cognition inférentielle. Ouais, ça joue? oui, oui. OK. C'est pointu. Oui, c'est pointu. Ouais. C'est pointu, mais c'est vrai que
dans la tradition de Nalanda, ça a été vraiment mis à l'honneur parce que bah, il y a eu ces grands débats à l'époque par rapport à la condition conceptuelle, est-ce qu'elle est en accord avec la réalité ou pas, ou est-ce qu'elle est nécessairement à côté de la plaque, etc. Et au Tibet aussi, il y a eu ces débats entre Hashang Mahayana et puis les grands maîtres de la tradition indienne comme Acharya Kamalashila, etc. Et donc, à chaque fois, la nécessité de la raison a été mise en avant. Ouais. Mais déjà, par le Bouddha lui-même, ouais, dans les citations, par exemple, du Tattva Samgraha, donné par l'abbé Shantarakshita, quand il dit Tapachcha, Tapachchedachcha, Nikashat, etc. Ouais, quand il dit on doit analyser l'or en le frottant, en le brûlant, en le coupant, etc. Oui, et donc on doit analyser l'enseignement du Bouddha lui-même, comme un orfèvre teste la valeur de l'or. Ouais. Et donc, le Bouddha lui-même nous invite à la raison, à l'esprit critique. Et donc, on doit savoir ce que veut dire une raison valide, une cognition inférentielle, en accord avec la réalité, etc., etc. Ouais. Et il y a beaucoup de développement dans les autres écoles, hein. Souvent, on dit que c'est les Gelugpa qui sont des intellos. Mais en fait, c'est complètement faux. Ouais. Si on lit par exemple dans la tradition Nyingma le Norbuketaka de Jumipam Rinpoche, c'est un commentaire du 9e chapitre de Shantideva, c'est extrêmement intellectuel. Ouais. Si on lit par exemple un commentaire de euh, Khenpo Kumpel aussi sur le 9e chapitre dans la tradition Nyingma, on voit que c'est aussi extrêmement, il y a plein de raisons, c'est juste magnifique. Ouais. Dans la tradition Kagupa, par exemple, il y a Au cœur du ciel qui a été traduit par Christian Charrier. Ouais. C'est un texte de l'un des Karmapa sur le Madhyamaka, sur la voie médiane, et il y a des chapitres entiers sur la logique. D'ailleurs, implication, je l'ai pioché chez Christian Charrier dans sa traduction de la voie médiane du Karmapa. Je crois que c'est le 8e Karmapa, mais je suis pas très sûr, où il dit justement implication et contre-implication, et j'ai piqué je lui ai emprunté cette terminologie, parce que je trouve ça extrêmement clair. Et dans la tradition Sakyapa, bien sûr, aussi, il y a beaucoup de raisonnement. Donc, c'est pas que chez les Gelugpa, les Bön, aussi les Bönpo, débattent aussi. Ouais, ils ont beaucoup de dialectique aussi. Ouais. Donc, dans les années 70-80, on avait un cliché qui disait que les Nyingmapa, les Kagupa ne faisaient que méditer dans la non-conceptualisation, etc. Et les Sakyapa et les Gelugpa étaient que des intellos. Mais en fait, c'est une erreur totale. C'est un cliché des années 70. Euh, Sa sainteté le dit lui-même dans Comme un éclair déchire la nuit, je crois. C'est là où il dit que c'est une erreur totale. Il y a des érudits et des mystiques dans toutes les traditions indo-tibétaines. Ouais. Donc, bien sûr, c'est là où on essaye de comprendre pourquoi est-ce que la raison est si importante, parce que justement, beaucoup de phénomènes échappent à nos sens, échappent à nos perceptions directes en l'état actuel, ouais, de notre développement. Et donc, forcément, on a besoin de la raison pour certifier ces phénomènes qui échappent à nos sens. Ouais, c'est pour ça qu'on développe tous ces textes sur la logique. Ok. Est-ce que ça vous parle? Oui. Ouais, ok. Super. Donc, on passe une page. Ouais, 112. Oh là, on va trop vite. Ça m'ébouriffe. Je suis ébouriffé. Une conceptualisation produite par une inférence est, par exemple, une cognition qui est produite subséquemment à une cognition inférentielle. OK. Une conceptualisation produite par une inférence. OK, donc c'est une conceptualisation qui suit, on pourrait dire une cognition subséquente à une cognition inférentielle. Ouais, ça reste conceptuel, mais ce sont les moments ultérieurs. OK. Une conceptualisation produite par une inférence est, par exemple, une cognition qui est produite subséquemment à une cognition inférentielle. Par exemple, une cognition dont le souvenir est induit par une cognition inférentielle. C'est le souvenir que l'on a à la suite d'une inférence. Et ben, c'est comme ça qu'on médite. Il est en train de parler de la méditation. Parce que dans la méditation, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que souvent, on a tendance à confondre méditation analytique et vipassana ou lhakton. Ouais. Mais en fait, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que on doit avoir la méditation analytique avant d'avoir la focalisation en un point, avant d'essayer de pratiquer quelque chose qui va nous mener vers shamatha ou shine, ouais, le calme mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, quand on essaie de méditer, on essaie de focaliser notre esprit sur un objet.
Ouais, de poser notre esprit sur un objet. Et donc, cet objet doit être suffisamment familier. Ouais. Ouais. C'est la définition de l'attention donnée par Arya Asanga, ouais, dans l'Abhisamaya Samuccaya. Il donne la définition de l'attention. Il dit Jibe ngopo la semki jeba mepate. Ouais. Nambar miyewe lecheno. Donc il donne cette définition. Il dit la définition de l'attention, c'est le non-oubli d'une chose familière. Le non-oubli d'une chose familière, oui, et sa fonction est la non-distraction. Ok, d'être le support pour la non-distraction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit poser notre esprit sur un objet qui nous est suffisamment familier. Ouais, si je vous dis de méditer sur le schmilblick, sur quoi allez-vous méditer? Sur le schmilblick. Sur Coluche. Sur Coluche. Sur la tête. Sur un œuf. Sur il tient dans la main, il tient dans la main. Ok, très bien. Et donc, dans ce cas-là, on ne saura pas sur quoi méditer. Oui, donc c'est pourquoi on doit analyser, se dire, OK, c'est quoi? Est-ce que ça tient dans la main? Est-ce que c'est un œuf, etc. Et donc, dans ce cas-là, si c'est suffisamment familier pour notre esprit, on pourra méditer dessus. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de sujets qui doivent être familiers pour notre esprit une fois qu'on aura analysé ces sujets. Mm. Par exemple, tous les sujets de l'amrim. Tous les sujets du lamrim sont à 99,999999 des sujets de méditation analytique. Ça veut dire que si on doit méditer sur la précieuse existence humaine, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit analyser les causes, l'entité même, etc., etc., de la précieuse existence humaine, ses 18 caractéristiques, 19, 20 même, avec Disney+, et le chocolat. Et donc, on a beaucoup de points à analyser. Et une fois qu'on a analysé, on peut focaliser notre esprit là-dessus. Ouais, donc c'est pourquoi cette méditation analytique n'est pas encore Vipassana, n'est pas encore Lakton, mais elle est nécessaire avant même de développer Shiné, avant même de développer la focalisation en un point. Sinon, on ne sait tout simplement pas sur quoi méditer. Ouais, ça vous parle? Oui. Waouh! Et bien là, c'est exactement le même principe. Ouais, quand il dit, alors ça n'a pas l'air d'être, il n'a pas l'air de parler de ça, mais on peut l'appliquer à ça. Ouais, une conceptualisation produite par une inférence et, par exemple, une cognition qui est produite subséquemment à une cognition inférentielle, par exemple, une cognition dont le souvenir est induit par une cognition inférentielle. C'est le souvenir que l'on a à la suite d'une inférence. Ouais, on essaie de méditer sur ce que l'on a compris. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Alors bien sûr, comme disait hier soir Venerable Geshe-Nanda dans Exploring Buddhism, il a dit qu'en effet, la plupart du temps, pour les points du Lamrim, on n'a pas d'inférence, on a juste une supposition correcte, dans le meilleur des cas. Ouais, on se dit, ah bah si le lama le dit, c'est qu'il a nécessairement raison, etc. Mais c'est pas. D'ailleurs, ça ce serait une supposition correcte basée sur une raison fausse. Ou une raison indéfinie. Ouais, c'est pas parce que quelqu'un le dit qu'il a nécessairement raison. Ouais. Mais la plupart des cas, dans le meilleur des cas, par rapport au point du lamrim, on a une supposition correcte. On n'a pas encore une inférence, mais l'idéal, c'est de générer une inférence et ensuite de méditer sur le résultat de cette inférence et donc d'entretenir, de familiariser notre esprit avec tout ça. Ouais, donc c'est pourquoi ces points de l'oric ici nous aident à comprendre, mais comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on médite sur le lamrim? Si on n'étudie pas l'auric, on ne le sait pas nécessairement. Ouais, le lamrim, c'est principalement comment. Alors bien sûr, il y a tout un passage dans dans les lamrim nécessairement qui parle de la méditation, bien sûr. Oui, mais c'est pas nécessairement les tout premiers passages. Ouais, ça peut venir après dans le cours du texte. Ouais. Et donc, si on n'a pas étudié l'auric, comment est-ce qu'on peut comprendre le processus de méditation du lamrim? Ouais. C'est très important, ouais, très important. On voit que finalement, l'auric, la logique, les débats, etc., tout ça, c'est fait pour comprendre le lamrim, pour développer notre esprit du lamrim. Ce n'est fait que pour ça, d'ailleurs. C'est pas fait pour briller en société. Ouais, c'est pas fait pour clamer des définitions, etc., lors des repas de mariage, etc., etc. Ouais, ok, très bien. Très bien, très bien. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Mhm. Ouais, ok. Une conceptualisation souvenir
Ouais, donc une conscience mémorielle, on pourrait l'appeler comme ça, une conceptualisation souvenir. C'est-à-dire qu'un souvenir est nécessairement un concept. Ouais, ok. Et par exemple, une cognition qui se souvient aujourd'hui de quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Ouais, un souvenir. Une conceptualisation désir est par exemple une cognition désirant dans le présent quelque chose pour l'avenir. C'est intéressant ça. Ouais, parce qu'on parle souvent de la conceptualisation par rapport au souvenir, mais on oublie souvent d'en parler par rapport au futur. Ouais, on visualise quelque chose. Ouais, souvent, on se fait tout un tas de films par rapport à ce qui va se passer demain, après-demain, quand on a un examen, quand on a un rendez-vous, etc. Moi, je me souviens, je faisais beaucoup ça à l'époque. Ça m'empêchait de dormir même, où j'imaginais tout ce qui pourrait se passer le lendemain, etc., au cours de l'examen ou au cours du rendez-vous chez le dentiste ou je ne sais quoi. Et ça ne se passait jamais comme je l'imaginais. Jamais. Et donc, j'ai arrêté de le faire. J'ai arrêté d'anticiper en me disant, ah, ça va être comme ci, comme ça, comme ça. J'ai arrêté de le faire. Et c'est beaucoup plus reposant. C'est beaucoup plus reposant. Ouais, on arrête de se faire des films, on dort mieux et on se dit, bah, on se prépare au mieux, on se prépare au meilleur. Non, on espère le meilleur tout en se préparant au pire. C'est ce que dit Sainte. Ok. Ouais, donc ces conceptualisations de désir, elles sont très importantes à examiner dans notre esprit aussi. Ouais, quand est-ce qu'on les a? Est-ce qu'elles ne font que surexagérer des trucs ou est-ce que ça nous permet aussi d'anticiper, mais d'une manière plutôt réaliste, etc., etc. C'est très important de faire la part des choses. Ok. Ce sont là les 6 perceptions directes factices. Ouais, alors pourquoi 6? Parce qu'il y a plusieurs souvenirs et il y en a une pour le désir peut-être? OK. Ce sont là les 6 perceptions directes factices concernant celle qui est non conceptuelle, l'expression de Dignaga. Mais je me demande si ah non, je suis pas à la bonne page. Ah bon. Si, si. Si? Ah si, je Si, suis à la si. bonne page. Ouais. Donc Non, là, il parle. il y avait les conceptuels et puis les non Ah conceptuels. oui, exactement, oui, oui, dans la citation du texte Racine, exact. OK, je me disais, mais d'où ça sort tout ça? OK. Conceptualisation erronée, cognition conventionnelle, conceptualisation inférentielle, conceptualisation produite par l'inférence, conceptualisation souvenir, conceptualisation désir, sont des perceptions directes factices ainsi que la vue faible. OK, donc ça c'était le texte Racine, et c'est là où la Rinpoche dit ce sont là les 6 perceptions directes factices. Concernant celle qui est non conceptuelle, l'expression de Acharya Dignaga, vue faible, réfère à la vue d'une personne atteinte d'un obscurcissement de la vue qui occasionne des visions de chute de cheveux dans le champ visuel. Ouais, tout simplement. Ouais, quand quelqu'un a la cataracte, etc., etc. Par extension, il faut comprendre tout type de cognition non conceptuelle fausse. Ah ah! Ok. Ok, toutes les cognitions non conceptuelles fausses, on pourrait dire de manière plus fluide, toutes les cognitions fausses non conceptuelles. Voilà. Hein. Ok, c'est plus clair comme ça. Ok. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, euh, en effet, euh, quand, par exemple, on voit un serpent alors qu'il n'y en a pas, il y a juste une corde enroulée sur elle-même, etc. Ou quand on voit un ver de terre alors que c'est juste une brindille, etc., etc. Ou quand on entend, ou quand on fait un lapsus, non, pas un lapsus, quand on fait un lapsus, quand on lit et qu'on fait un lapsus. Ouais, par exemple, moi, ça m'arrive souvent, je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais à Blois, à côté du parc je crois que ça s'appelle Saint-Nicolas, il y a une devanture d'un magasin et il y a marqué tapisserie. Et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois je lis pâtisserie. Allez savoir pourquoi. Allez, on se demande. Et donc ça c'est un lapsus de visuel. Et donc en effet, parfois on pense à un truc et on lit un bouquin et on lit le mot qu'on était en train d'envisager. Ok, ça arrive comme ça. Très bien, très bien, très bien. Dans le texte racine commentaire du compendium de cognition valide de Dignaga, composé par Acharya Dharmakirti, ces 7 sont ramenés à 4. Si vous souhaitez comprendre tout cela plus en détail, veuillez consulter l'Auric de Rate et l'illumination de la pensée de Panchen Sonamdrapa, portant sur le 3e chapitre du Pramanavartika. Donc le 3e chapitre, il est quand même plus compliqué. Ouais, c'est sur, en effet, c'est sur les perceptions directes, etc., etc. Ok.
les consciences conceptuelles, etc. Dharmakirti explique ces 7 perceptions directes factices sous une division quadruple. Les conceptualisations qui ont un terme pour fondement. Ok. Un terme, on pourrait dire un symbole. Da en tibétain ou samketa en sanskrit, ça veut dire le symbole. Ouais, le symbole. C'est pas nécessairement un terme, mais c'est pas très grave. Par exemple, un chat qui pense à une souris, etc., n'a pas nécessairement le mot souris, etc. Mais il a le symbole. Ouais, ok. Il a le da, etc. Ok. Daten tien gi topa. Ok. Les conceptualisations qui ajoutent des surimpositions sur leurs objets. Ok. Dunchen, là, Jondok. Ah, Jondok et Torba. Jondok, c'est très important. C'est la surimposition. Une surimposition, c'est une vue fausse ou une incompréhension. Ouais, c'est ce que dira Acharya Dharmakirti, oui, dans l'un de ses traités, je ne sais plus lequel, je ne suis pas sûr que ce soit le Pramanavartika, mais il dit Nye pa dan ni jodoi ne dire, mochir. Il dit que l'entité de la certification ou la certitude et la conscience qui surimpose sont ce qui met à mal et ce qui est mis à mal. Ouais, ça veut dire que entre une cognition fausse telle qu'une surimposition et la certification ou la certitude, eh ben, la certitude tranche les surimpositions. Ouais, quand on certifie un objet, on tranche les surimpositions à l'égard de cet objet, ou on tranche des surimpositions, pas nécessairement toutes, sinon il faudrait être omniscient pour réaliser un objet. Ouais, ouais, ça vous parle? Oui. Ouais, magnifique. Donc ça, ce terme-là, Jondok ou Samaropa en sanskrit, la surimposition, c'est très très important. Ouais, parce que c'est ça qu'il faut trancher, ouais, pour réaliser un objet. Ouais, quand les textes disent Jondok Chöpa, ouais, trancher, éliminer les surimpositions. Ouais. Et à un moment donné, même dans Recognizing Reality de Geshe Dreyfus, il y a cette définition donnée par Chapa Chökyi Sangye, ouais, l'initiateur des débats, des compendiums de débats au Tibet, qui donne la définition d'une perception directe valide. Il dit Ngar matope donla, jondok chopar jeberipa. Il dit c'est une cognition qui permet d'éliminer les surimpositions Nyongtop-ki, ouais, Nyongtop-ki, dont tu parles, Jeberipa. Il dit par le pouvoir de l'expérience. Une cognition qui, par le pouvoir de l'expérience, tranche les surimpositions au regard d'un objet qui n'était pas réalisé auparavant. Ouais. Et donc, il tranche les surimpositions. Il le dit littéralement dans sa définition d'une perception directe valide. Ouais, ça, c'est très, très important. Trancher les surimpositions. Ok, ok. Très bien. Donc, les conceptualisations qui ont un objet caché. Kogyur pe tenchen ki torpa. Ok, un objet caché, on les reverra par la suite quand on étudiera les cognitions inférentielles. Ensuite, les pseudo-perceptions directes non conceptuelles. Torme, ngun tarnan. Ok, Excuse-moi, oui. tu peux donner un exemple, par exemple, pour les objets cachés? Oui. Donc, un phénomène caché, c'est quoi un phénomène caché? Le phénomène caché, c'est qu'il peut être réalisé par inférence. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est extrêmement spécifique vis-à-vis d'un contexte particulier. Ouais, par exemple, dans Tibetan Logic, justement, qu'on a cité tout à l'heure, le Tariq, le manuel sur la logique de Yonzin Pulruchok, ils le disent clairement. Ils disent que, en général, le feu est un phénomène manifeste. Ouais, il n'y a pas besoin de raisonner pour percevoir du feu. Il suffit d'approcher la main et on se dit, oui, aïe, aïe, ça brûle. Ouais. D'accord. Et donc, le feu est un phénomène manifeste en général, mais si quelqu'un est en bas d'une colline et ne voit pas le feu, mais ne voit que la fumée, on lui dira, le sujet en haut de la colline, il y a du feu, car il y a de la fumée. Pour cette personne en particulier, le feu sera un phénomène caché. Ouais, parce qu'elle aura besoin d'une inférence pour le certifier dans ce contexte particulier. Ouais. Mais en général, le feu n'est pas un phénomène caché pour autant. C'est un phénomène manifeste en général. Ouais. Donc ça dépend du contexte. On ne pourrait pas dire que le feu serait un phénomène caché, en général. Ouais, il ne l'est qu'en dépendance d'un contexte particulier, quand on a besoin d'une inférence pour le certifier. Ouais. Et alors, dans ce contexte particulier, c'est une perception directe factice, le feu, quand on le déduit de la fumée. Alors sera l'objet d'une perception directe L'objet, factice. oui, Ouais. oui. Ah, oui, Ouais. oui.
C'est Parce l'objet que- d'une conception directe factice. D'accord. Exactement, parce qu'il sera l'objet d'une inférence, d'une cognition inférentielle. Et donc, cette cognition inférentielle, c'est une perception directe factice. Pourquoi? Parce qu'elle est erronée. Elle est en accord avec la réalité, mais elle reste erronée. Ouais. D'accord. Ok, waouh, magnifique, magnifique. Et on va même arriver à passer encore une page. Waouh, mais vous allez trop vite. Vous êtes trop fort. Les premières, les premières incluent toutes les cognitions conceptuelles qui concordent avec les faits. Ouais, donc factuellement concordantes. Une cognition conceptuelle factuellement concordante n'est nécessairement pas une cognition fausse. Ouais, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Une conscience conceptuelle qui est factuellement concordante, on pourrait dire n'importe quelle conscience qui est factuellement concordante, qui est en accord avec les faits, n'est nécessairement pas une cognition fausse. Ouais? Ok, très bien. Ça ne veut pas dire qu'elle soit une cognition valide. Attention, hein. Oui. Ouais, par exemple, la supposition correcte, elle suppose correctement. Ouais, mais n'est pas une cognition valide. Elle ne réalise pas son objet. Ouais, ok. Très bien. Très bien, très bien. Ok. Donc, les premières incluent toutes les cognitions conceptuelles qui concordent avec les faits, hormis les cognitions inférentielles et les cognitions qu'elles occasionnent. Ouais, ok. Donc, ça veut dire qu'il faut les mettre de manière vraiment spécifique, les cognitions inférentielles, parce qu'elles réalisent leurs objets. Ok. Cela inclut donc parmi la liste septuple d'Acharya Dignaga les conceptualisations souvenirs et les conceptualisations désir. Les conceptualisations qui ajoutent des surimpositions sur les objets réfèrent aux cognitions fausses. Ouais, ça c'est très important. Cela recoupe les premières de la liste septuple, les cognitions fausses. Ok. Les conceptualisations qui ont des objets cachés réfèrent aux cognitions inférentielles et celles qu'elles occasionnent. Ouais. Les cognitions subséquentes, ok, conceptuelles. Cela inclut donc les conceptualisations conventionnelles, inférentielles et produites par l'inférence de la liste septuple. Les perceptions directes factices sont identiques pour chaque liste. Ok. Donc là, c'est juste pour donner des petites listes par rapport aux cognitions conceptuelles, etc. Mais on pourrait les résumer ou on pourrait les diviser, encore les subdiviser. Hein, ça, c'est pas très important. Ok, bah c'est génial parce qu'on arrive maintenant aux cognitions inférentielles et les cognitions subséquentes. Oh là là, c'est super. Ok, très bien. Et donc une cognition inférentielle. Très bien. On va voir la définition. Donc ici, moi je change juste des termes. Ouais, la définition d'une cognition inférentielle est une cognition déterminative. Ouais. On pourrait dire une cognition idéale. Ça, c'est encore mieux. De eidos en grec, ça veut dire image. Ouais. Et donc, une idée, on a une image mentale à l'esprit quand on a une idée. Et donc, ce serait une très bonne façon de parler d'une conscience conceptuelle. Parce que quand on parle de déterminatif, moi, j'aime pas beaucoup cet adjectif-là. Pourquoi? Parce que quand on étudie les facteurs mentaux, on a les 5 facteurs mentaux déterminatifs, justement, et ils ne sont pas nécessairement conceptuels, loin de là. Ouais. Donc c'est pourquoi quand on dit déterminatif, ça pose question, il faut juste tenir compte du contexte. Ouais, dans certains contextes, déterminatif, ça veut dire pas nécessairement conceptuel, et dans d'autres contextes, ça veut dire nécessairement conceptuel. Ouais, ça veut dire ceci est comme cela. Ouais, dans ce cas-là, c'est discursif, c'est propositionnel, c'est déterminatif. Ouais, dans ce cas-là, on sait qu'on parle d'une conscience conceptuelle. Ouais, Mm. ouais, ok, très bien. Donc, une cognition déterminative qui, en dépendance de son fondement, une raison valide, est infaillible quant à son objet de compréhension, un phénomène caché. Ouais, donc ceux qui ont fait un PEBA, qui ont étudié le logique de Yonzin Pulbuchok, connaissent l'autre définition donnée par Yonzin Pulbuchok. Une cognition déterminative, c'est une cognition déterminative produite directement en raison de son support, une raison valide. Oui, exactement. Bravo, il manque juste qu'il y ait nouvelle et infaillible. Ouais. Oui, bien sûr, Ouais, évidemment. parce qu'elle est nécessairement une cognition valide, exactement. Ouais, mais sinon c'est tout à fait ça. Ouais, c'est une cognition déterminative, nouvelle et infaillible, qui est directement produite en dépendance de son support, une raison valide. Ouais, c'est magnifique ça. Donc qui est directement produite en dépendance de son support, une cognition valide. Ouais, mais tous les maîtres ne vont pas nécessairement dire la même chose. Par exemple, quand vous avez étudié aussi au cours du PEBA les écoles philosophiques de la Madhya que disait la Madhya au regard de la cognition inférentielle? Quelle définition donnait-il? Alors ça, j'en sais rien.
Ok. Il ne disait pas qui est directement produite. Il enlève directement. Ouais. Et donc, ça veut dire que pour lui, une cognition inférentielle, c'est pas nécessairement une cognition valide. Ah, d'accord. Ouais. Ouais, ça veut dire que les moments ultérieurs, les moments subséquents restent des cognitions inférentielles, mais sont subséquents. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus nouveaux. Ouais. Mais ils continuent d'être produits en dépendance d'une raison valide. Ils ne sont plus directement produits. C'est pour Donc ça veut qui? dire que ça, c'est pour la Madhyetsumpa. Ouais. Je ne pas. La Madhyetsumpa dira que les cognitions subséquentes, conceptuelles, qui viennent de réaliser que le son est impermanent, en effet, les moments ultérieurs restent des cognitions inférentielles subséquentes. Ce ne sont plus des cognitions inférentielles valides. Ouais. Alors que Yonzin Polbutchok dira non, les moments subséquents, on ne peut plus les appeler cognitions inférentielles. Ouais, ce sont des consciences conceptuelles qui réalisent leurs objets, qui sont subséquentes, etc. Mais on ne peut plus les appeler inférentielles parce qu'une inférence est nécessairement directement produite en dépendance d'une raison valide. Ouais. Donc c'est juste des petits détails d'un maître à l'autre. Il y a beaucoup de débats. C'est tout à fait normal. Ouais, ça nous permet de nous faire nos propres conclusions et d'avoir cette liberté de penser par nous-mêmes. Ouais, c'est très important. Oui, Michel? Oui, excuse-moi, quelle différence il y aurait entre une cognition inférentielle subséquente et un souvenir? Alors, on pourrait dire que le souvenir n'est pas nécessairement issu d'une raison. C'est ça. Ouais, par exemple, là, on voit la couleur orange de la table de Nalanda. Après, on y pense, on s'en souvient. C'est pas produit par une raison valide. C'est bon, Ouais. j'ai compris, merci. Super, bravo. Et donc, la fois prochaine, je crois qu'on est encore la fois prochaine. Oh, ce sera la dernière session de la saison. Oh là 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 là, vous allez me manquer, vous me manquez déjà. Et donc, en effet, ce sera la dernière session. On essaiera d'entrer un petit peu plus dans les cognitions inférentielles. Et ensuite, à la rentrée, au mois de septembre, je vous enverrai des infos, quand est-ce qu'on va reprendre, etc. Oh, ça devrait être début septembre, j'imagine. Et on reprendra vraiment les bases du débat le vendredi soir pour intégrer aussi les gens qui font le Peba à Nalanda. Et on continuera bien sûr à connaître l'esprit à partir de la page 115. Oh là là, j'ai déjà hâte. Ah oui, non, on a déjà la semaine prochaine. Ok, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ok. Merci, à la semaine prochaine et à ce soir pour les débats pour ceux qui viennent. Merci beaucoup et préparez un Au débat pour revoir. ce soir. Merci, ciao. Ciao, merci.